Alors bonjour tout le monde, je m'appelle Ludivine Sagnier, donc je suis une actrice française. J'ai eu connaissance du funambule alors que je préparais un film en Belgique, à Liège, dans lequel je joue une femme qui souffre de troubles bipolaires. Le fait d'avoir été accueillie comme ça au funambule, ça m'a permis déjà de rentrer en immersion, mais pas comme une actrice qui observait les gens, parce que tout le monde est tellement le bienvenu en fait. Chacun est le bienvenu dans les groupes de parole. Donc en fait, quand on est dans ces groupes, on n'est pas en train de se dire tiens c'est qui lui, tiens pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il a, etc. Et du coup en fait, on regarde pas les gens comme on a l'habitude de les regarder normalement dans une société un peu plus brutale, un peu plus jugeante, quoi. C'est ça qui était dingue, c'est que moi, je venais et qu'on me posait pas de questions. J'étais juste là, on savait pas si j'allais parler, si j'allais pas parler. Et chacun était là pour se livrer sans phare. Et je pense que c'est à partir du moment où j'ai commencé les groupes de parole que je me suis sentie légitime pour aborder ce personnage, en fait. Et j'étais vraiment touchée, en fait, parce que j'avais l'impression de venir pour prendre. Et en fait, au lieu de prendre, j'ai reçu. Et c'est ça qui m'a touchée. À force d'observer, d'écouter tous ces témoignages complexes et sensibles, j'ai fini par trouver la personne bipolaire qui était en moi, car je me suis rendu compte que vivre avec le trouble bipolaire, ce n'était pas si différent d'être soi. Il suffisait juste de déplacer les curseurs, de dérégler ce qu'on sait naturellement contenir quand on est bien portant. On est juste plus fragile, exposé à tout vent, chahuté par la houle de nos émotions. J'ai été bouleversée de voir à quel point Florence, Franca, Steve, Martine, Nathalie et les autres ont su nager à contre-courant et remonter le fleuve. Et ils m'ont livré leurs secrets, sans phare ni honte. Ce qu'ils m'ont transmis est inestimable, car c'est leur moteur à tous, l'espoir. Dans l'introduction et dans le témoignage qu'on vient d'avoir, il s'est dégagé énormément d'émotions, et je vais vous parler des émotions. Et il y a aussi quelque chose qui a été dit, c'est que la bipolarité n'est pas toujours visible dans son versant spectaculaire. Et vous allez voir comment je vais m'emparer, je dirais, de cette notion pour vous parler finalement du fonctionnement du cerveau dans les troubles bipolaires. On est peut-être tous bipolaires d'une certaine manière, à savoir qu'on est tous sujets à des fluctuations, alors pas nécessairement d'humeur, mais des fluctuations émotionnelles qui sont celles qui vont générer un certain nombre de symptômes d'une part, mais aussi un fonctionnement particulier. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ces zones du cerveau qui sont impliquées dans la gestion des émotions, dans les troubles bipolaires, sont hyper activables, hyper sensibles. Quand le bipolaire ressent une émotion, même en période euthymique, donc sans être nécessairement dans une phase dépressive ou une phase maniaque, il a des émotions qui sont au quintuple, je dirais. Quand il a peur, il a méga peur. Quand il est triste, il est méga triste. Quand il est en colère, il est méga en colère. Quand il est joyeux, il est hyper joyeux. Il y a une forme d'hypertrophie, entre guillemets, du cerveau émotionnel, en tout cas un hyperfonctionnement du cerveau émotionnel, avec plutôt une tendance à sous-réagir au niveau du cortex dit frontal. Attention, je ne suis pas en train de dire que les bipolaires n'ont pas de cortex frontal. Ils ont un cortex frontal, mais en tout cas, la plupart du temps, il y a une telle hyperactivité des zones limbiques émotionnelles que les zones dites frontales ont moins leur mot à dire, j'ai envie de dire. Et tout ça parce que les connexions entre les différentes zones du cerveau ne réagissent pas de la même manière. Et donc ça permet finalement, je pense, de changer la prise en charge dans les troubles bipolaires, de s'intéresser aux émotions. Et d'ailleurs, les personnes troublées, entre guillemets, se reconnaissent plus
quand on leur parle de leurs émotions et de leur capacité à hyper-réagir au niveau émotionnel que simplement des symptômes. Les symptômes, c'est important, mais c'est le produit final de quelque chose qu'il y a en amont et qui me semble plus important à pouvoir traiter et gérer. Alors, comment on traite l'instabilité émotionnelle ? De multiples façons. Je pense en particulier aux psychothérapies, thérapie dite cognitivo-comportementale, gestion des émotions, la méditation, enfin plein de choses qui permettent d'apaiser le cerveau émotionnel de la personne bipolaire. La modification de l'humeur est vue comme le point de départ, comme un courant qui va modifier la façon de percevoir les choses, de penser les choses, de ressentir les choses, mais aussi de se comporter. Et on va s'intéresser à cette triade infernale, on va dire, qui sont donc ces pensées, ces émotions qui sont sans cesse en connexion, mais qui vont participer à l'intensification du trouble, mais aussi à des conséquences qui peuvent elles-mêmes réalimenter soit une autre phase, soit encore une intensification plus importante. Il y a 3 grands groupes de séances. Un premier groupe qui est voir venir, donc effectivement, toute une série d'informations sont proposées, comme celle que Daniel vient de vous exposer sur comment fonctionne le cerveau, quels sont des facteurs qui participent à l'éclosion de la maladie, etc. Mais aussi, on va s'intéresser à quels sont les symptômes, quels sont les signes précurseurs, quels sont les déclencheurs, puisque la majorité des stratégies sont surtout efficaces lorsqu'on est au tout début des phases, surtout pour les stratégies psychologiques, entre guillemets, puisqu'après on est plus dans des éléments pharmacologiques et autres. La deuxième partie des séances, comme vous le voyez, est consacré au fait de prendre des précautions. Donc là, on entend tout l'aspect hygiène de vie, gestion du stress, le processus d'acceptation, l'acceptation du traitement et l'amélioration de l'efficacité du traitement par exemple, une prise plus régulière, etc., qui est souvent quand même un enjeu important. Et les dernières séances ont à voir avec la réduction des symptômes, et là, tout le volet stratégie plus psychothérapeutique, donc inspiré de la thérapie cognitivo-comportementale. À l'issue des premières séances, normalement, les personnes sont censées aboutir au fait de dresser donc une liste de leurs symptômes précurseurs à partir des symptômes généraux et des symptômes personnels de chaque phase. Et effectivement, un travail important est toujours de se définir, entre guillemets, en phase normale, pour voir venir les modifications subtiles qui vont se décrocher par rapport à cette humeur normale. Alors ici, vous voyez que l'ensemble des séances se termine par 2 séances qui sont consacrées à un plan de prévention, mais aussi qui sont aussi l'occasion de faire venir des anciens pour partager leur expérience. Et donc parfois, des anciens qui sont venus 10 ans plus tôt, c'est toujours intéressant de voir comment ils ont utilisé tout ça. Et évidemment, le plan, il est tout à fait spécifique donc, de la personne en question et de son fonctionnement. Vous voyez que donc, il y a toute une série, si vous voulez, de décisions qu'elle va prendre à l'avance, un contrat avec elle-même, mais qui inclut des proches. Donc il y a sa mère, son mari, une amie, mais aussi des soignants et d'autres attitudes qui sont un contrat avec elle-même. Et donc, en fait, au cours des séances, les personnes vont piocher des stratégies qui leur semblent importantes. Ayant eu l'occasion de suivre un cycle de psychoéducation aussi, je crois que l'aide que peuvent apporter les pairs, donc les gens qui vivent des situations semblables, est certainement un élément majeur et moteur dans le rétablissement, donc dans le groupe de psychoéducation. C'est vrai qu'on a reçu de l'information, on l'a traité, mais c'était aussi la discussion entre nous qui a fait évoluer notre compréhension de la bipolarité et ce qu'on peut mettre en place pour la gérer au mieux et travailler sur son rétablissement. Donc, on ne parle pas vraiment de guérison dans la bipolarité. Elle est toujours là, on est toujours détroublé, mais on peut certainement apprendre à vivre avec et à retrouver une vie qui a du sens.
l'aide des pairs dans les groupes de parole du funambule, ça c'est quelque chose qui est vraiment fantastique. Le fait d'être avec d'autres personnes qui vivent des situations semblables, on sait qu'on ne doit pas expliquer. Il y a une certaine forme de compréhension mutuelle qui s'installe. On ne doit pas se justifier. Donc je pense que le fait de pouvoir se reconnaître dans quelqu'un d'autre est un élément assez déclencheur de la parole, du fait de pouvoir partager. Alors, ce qu'on entend souvent dans cette aide qu'apporte le groupe, de ce qu'apportent les pairs, c'est d'abord un sentiment d'appartenance. Voilà, je ne suis pas tout seul face à cette bipolarité. Je peux me reconnaître dans ce que les autres vivent et disent. Et comme je disais avant, voilà, il n'y a pas deux bipolarités les mêmes, mais il y a quand même des constantes. Et cette prise un peu de pouvoir sur sa bipolarité en la connaissant, en mettant des choses en place, en travaillant à faire adapter et faire évoluer son traitement, sont des choses qui sont porteuses d'espoir. Et je pense qu'un des points très importants de ces groupes, justement, c'est de l'espoir, de voir des gens qui ont progressé, qui sont à différents stades de leur vie. C'est vraiment motivant. Et je pense que si j'avais pu rencontrer plus tôt des personnes du funambule quand j'ai été diagnostiqué, si j'avais pu toucher du doigt qu'il était possible d'aller mieux, je pense que j'aurais progressé beaucoup, beaucoup plus vite dans mon rétablissement. J'ai décidé d'écrire un livre parce que j'avais besoin d'accoucher tout ce que j'avais vécu. Et pour moi, il était très important d'écrire de mon enfance en passant par les crises, mes crises maniaques ou mes dépressions plus ou moins longues. Il était très important d'identifier tout ça, d'avoir ça en mémoire, parce que je voulais plus jamais ça. Et ça m'a fait un bien fou de l'écrire. Ça m'a fait un bien. Et surtout, on l'a fait à deux avec une journaliste de télévision française dont la maman était bipolaire et qui, quand elle a lu mes pages à moi, m'a dit « Je veux en faire un film ». Je lui ai dit « Écoute, on attendra un petit peu et on va peut-être essayer d'en faire un livre ». Et on a travaillé pendant 3 ans tous les deux à se voir. Elle m'a vraiment fait une psychanalyse avec son travail de journaliste. Elle est allée chercher des choses incroyables. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Mais non, j'étais dans une période stable. Je vais vous passer le détail du livre, mais en fait, voilà, je vais bien depuis à peu près 12 ans. J'ai eu une petite fille de 14 ans, et ce jour-là, j'ai décidé qu'il fallait qu'elle ait un bon papa, et pas un papa complètement dingo. Donc j'ai commencé vraiment à réfléchir sur moi-même, et j'ai arrêté de pouvoir croire que je pouvais m'en sortir sans traitement et sans changement. En 2020, je trouve qu'il y a plein de choses. Je trouve qu'on n'a plus honte d'être maniaco-dépressif ou bipolaire. Je trouve que les associations, les groupes de parole, la psychoéducation, la neuroscience, la recherche sur les traitements, ça avance beaucoup. Donc je suis persuadé que ce cycle que nous, on connaissait à 100% avant, qui était hospi, dépression, stabilité, hospi, dépression, peut s'inverser. Je crois qu'il faut travailler sur les périodes de stabilité, notamment après la sortie d'une dépression. Je crois de mettre la bipolarité en lumière, qu'on en parle de plus en plus, que les familles ne cachent plus leurs enfants, que si on est un peu fier, parce qu'on est aussi des gens différents, on est des gens sensibles, il faut garder tout ça. Je pense qu'il ne faut pas complètement enlever les bons côtés de la bipolarité, mais voilà, on peut garder sa différence tout en restant stable, en faisant attention à soi, une fois qu'on a compris, accepter sa maladie, ne jamais la renier, en être fier, et se protéger, voilà. Et surtout s'entourer de personnes non toxiques et bienveillantes. Le funambule, c'est-à-dire nous les gens qui savons ce que c'est, qui avons vécu et qui pouvons accueillir d'autres et essayer de leur dire il y a une voie pour s'en sortir. Ensemble, on peut s'en sortir. Ne restez pas tout seul, ne restez sûrement pas avec des souffrances impossibles que peut-être personne ne comprend, parce qu'il y a des lieux où il y a des gens qui ont vécu ou qui vivent encore ce que vous vivez et qui vous ouvrent les bras. Venez au funambule.